vous m'avez fait un très beau présent d'un tableau et j'ai pu remarquer que c'était très minéral. Oui, oui. Récemment, je me suis mis un petit peu au minéral. J'essaie de donner vie, disons, aux pierres, au bois de récupération. Donc, j'aime le bois. Je voudrais que ce bois qui est jeté comme ça par les menuisiers, les chutes, je les utilise pour créer, pour essayer de donner une forme d'expression sur un tableau, un petit tableau, une petite toile, voilà. Et c'est des compositions que je fais avec plaisir. Alors, sous la voûte étoilée. Alors, quelle immense saga d'une famille autour d'un personnage central qui est un petit peu le patriarche, hein, celui qui unifie la famille. On va voir quel est ce personnage parce que il a plusieurs faces. Oui, Hein. absolument. Agel, son nom Agel. Alors, déjà, on va voir que votre roman part, parce que c'est l'année de naissance de Agel, 1893, mais en réalité passé un peu avant, puisqu'on connaît un petit peu l'histoire de son père, donc on peut estimer, comme ça, hein, au débeauté, que ça pourrait commencer dans les années 1860-1870. Oui, exactement. Bon. Oui. Mais ce n'est pas le fait de votre roman. Le fait de votre roman, c'est bien à la naissance de M. Agel, tant attendu par Tant sa famille. attendu, car son père s'est marié à plusieurs reprises. Il n'a pas pu avoir un enfant, un garçon, un enfant. Il a pu avoir une fille, mais voyez-vous, dans la région, si on n'a pas de garçon, si on n'a pas d'héritier, et comme son père en plus était quelqu'un de très riche, donc là c'est un problème, une problématique qui va hériter de cette richesse et de ce pouvoir. Son père était déjà un chef de clan, pas de famille, mais un chef de clan. La région où vous situez votre... La région, disons, ça s'appelait à l'époque Ain Mlouk. Puis, quand la France coloniale est parvenue à la région, on l'a appelé Montcalm, du général de Montcalm. Oui, c'était... Alors là, on passe complètement à autre chose parce que Montcalm, c'est beaucoup plus le Canada. Hein. Oui, exactement, exactement. C'est un général français qui a fait ses armes au Canada. Contre les Anglais. Exactement. Et on a appelé le petit village naissant de son nom. Alors en fait, ce n'était pas un village. Pardon ? C'était même pas un village, puisque c'était des tentes. Exactement. La région, les gens vivaient avec un mode bédouin, avec un mode nomade. Ils restaient dans la même région, mais ils changeaient d'endroit selon les saisons, selon le pâturage, l'accessibilité au pâturage. Voilà. C'était un mode de vie pastoral. Exactement, une vie pastorale. Ce ne sont pas des paysans qui sont beaucoup plus sédentaires. Oui. Hein. Ce sont des bédouins qui ont surtout des troupeaux d'ovins, de bovins. Et donc, suivant les saisons, suivant les possibilités de pâturage, on va se déplacer. Hein. Mais il se déplace et en même temps, le personnage, le père de Agel, donc il achète en même temps. Il achète des terres. Il comptait vraiment se sédentariser quelque part. Mais le mode de vie leur convenait à l'époque, si vous voulez. Donc, et là, la région, c'est Temlouka. Alors, c'est près d'où? C'est la wilaya de Guelma, mais c'est beaucoup plus près de Mloubouaki que de Guelma. D'accord. Donc, c'est à la limite entre les deux. C'est quand même en pays chaoui. Oui, oui, absolument. Voilà. Oui. C'est des berbères. C'est des berbères. Chaoui. Oui. Donc ils ont un type de mode de vie où j'aime bien comment vous décrivez comment on place
un petit peu comment on fabrique ce village de tentes. Parce que suivant les catégories sociales, parce que le chef de clan, évidemment, il a une belle tente. La plus belle. La plus belle. La plus grande. Et puis, autour, je dirais qu'il y a les tentes moyennes jusqu'aux tentes les plus pauvres. Des plus proches aux plus lointains. Ceux qui venaient travailler saisonnièrement. Voilà. Voilà, donc ils sont placés un petit peu alentour. Comme ça, ils peuvent garder, parce qu'à l'époque, il y avait des espèces de razzias sur les clans. Donc les clans s'entre-déchiraient entre eux sous l'époque ottomane et puis sous l'époque française. La France n'est arrivée dans la région qu'un peu tard. Tardivement, parce que d'abord, il y a eu la prise, disons, tardive, parce qu'il y a eu une très forte résistance de Constantine, absolument. Exactement. Donc, pour aller plus bas que Constantine, parce que c'est beaucoup plus bas, c'est un peu plus le sud de Constantine, etc. Mais effectivement, pour le moment, l'administration, c'est pour situer un petit peu la situation, l'administration française était là avec quelques casernements éparses. Mais ce qui est très important, c'est que l'administration française ne s'occupait absolument pas de ce qu'on appellerait les différends entre les clans ou les tribus. Exact. Je disais, bon, qui s'entretuent entre eux, qui se débrouillent. Voilà. De toute façon, nous, on n'est pas là pour ça. De toute façon, ça l'a arrangé d'une certaine manière. Ça a arrangé la France coloniale pour préparer éventuellement le terrain. La division des clans, ça servait son armée pour que son expansion soit plus facile par la suite. Alors, on a situé à la région, on a situé un petit peu cette famille donc très aisée. Oui. Elle a des terres, elle a des troupeaux d'ovins, elle a des troupeaux de bovins, elle a soit des saisonniers, soit des fixes, des khmess. Exact. Qu'elle fait travailler sur ces terres, parce qu'elle a beaucoup de terres et elle en achète. Chaque fois, elle essaie d'agrandir, parce qu'en dehors du côté pastoral, il y a également les moissons. Donc, il travaille la terre, on s'enrichit, le blé, comme à notre époque, le gabh, etc. Et tout ça. Bon, donc, famille qui a du poids. Et en plus, elle a une sorte de poids, je dirais, en même temps presque religieux et évidemment financier. Donc obligatoirement, le père de Ajel est, je dirais, le chef du clan, le chef du village. C'est lui qui décide de tout. Il se sentait responsable de sa famille, des gens qui l'entouraient, des gens qui venaient le solliciter. Il s'en sentait responsable. Et ça a toujours été ça, la donation dans ces régions-là. L'entraide était de mise tout le temps. C'était la forme de Twiza. Une sorte de forme de Twiza. Exactement, oui. C'est une forme, c'est la Twiza dans toutes ses formes, oui. Alors, il y a quand même une différence, si vous me permettez, parce que la Twiza, c'est beaucoup plus la forme d'entraide entre des gens qui sont pauvres, démunis, ils s'entraident, bon, j'ai envie de construire une maison, est-ce que tu peux me donner un coup de main, ou parce que je manque de ça, est-ce que tu peux me donner un coup de main, etc. Alors, il y a cette forme-là, je veux dire, pour les classes pauvres, très démunies, etc. Et puis, il y a le fait de, je dirais, une sorte de mécénat de la part de ces gens riches, de cette famille riche. Moi, je ne parle que de cette famille. D'abord, la forme du mécénat, elle est là. En plus, le père de Ajel, Aïssa, c'est un homme qui se sentait proche des siens. Donc, il ne se sentait pas riche. Et c'est pour ça qu'il donnait juste ce qu'il fallait. Donc, il ne donnait pas plus qu'il n'en fallait. Donc, il se sentait à leur niveau, il travaillait avec eux, mais derrière tout ça, il reste quand même le chef de clan, le chef de... Et quand je dis clan, je veux dire, en arabe, on appelle ça arsh.
Arsh, ouais. Arsh, c'est beaucoup de gens. Et il y avait des chefs au niveau des Arsh. Il y avait le chef de cette famille-là, de tel autre, et qui congloméraient ensemble pour former La tribu. La tribu. Dans toute sa... Alors, Aïssa, le père de Ajl, va lui donner une formation qui va être un peu double. C'est ce qui va faire de lui ce personnage ce qu'il est. Un petit peu hors du commun. En même temps, il va lui donner une éducation, c'est-à-dire comme n'importe quel petit paysan. Gamin. Il va lui dire, bon, tu vas chasser, tu vas faire ceci, tu vas travailler dans les champs, etc. Pour bien apprendre que tu es toi aussi un terrien, que tu n'es pas le fils de riche, mais en même temps, il va le gâter. Oui. Eh ben oui, il va le gâter, il va lui donner, puisque c'est le seul garçon, il va lui apprendre à tirer, il va lui apprendre à monter à cheval, il va lui donner de beaux vêtements, etc. Il va lui donner surtout un éducateur. Et un éducateur, un mentor, Aïch. C'est Aïch qui, lui, va lui apprendre d'abord à lire et à écrire, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'école française à l'époque, il n'y avait pas d'école pour les indigènes. Exact. Donc il va lui apprendre le Coran, il va lui apprendre à lire, à écrire, et il va surtout l'ouvrir. Ouvrir son esprit, lui ouvrir l'esprit, pour qu'il regarde au-delà des collines aux alentours. Donc les gens qui vivaient à cette époque-là et dans cette région-là n'avaient d'autres horizons que leur tribu. Donc ils ne voyaient pas la ligne d'horizon de leur champ, en fait. C'est tout. Oui. Ils ne connaissaient que les champs, que leur bétail, que leur... et là, l'éducateur vient et lui apprend à lui seul. Et pas au gosse qui l'accompagne. Donc il lui apprend à voir la vie d'une autre manière. Il va exciter son imaginaire, son imagination et son imaginaire. Donc là, non, on n'est pas seul dans l'univers. Il y a des villes, il y a des gens, il y a Mais parce que c'est un voyageur. Exactement. L'éducateur, oui. C'est un voyageur. C'est un voyageur. Donc il a vu d'autres villes, etc. Il a vu de tout. Parce qu'il faut voir que dans votre roman, Sibou Guerra, c'est que... on peut voir qu'il a fallu attendre un certain âge pour que Adil connaisse ce qu'on appelle la grande ville. Oui. Oui. Il a presque 16 ans quand il commence un petit peu à ouvrir les yeux. À sortir de sa région, Il ne connaît qu'un tout petit peu Montcalm, qui est vraiment une bourgade, rien du tout. C'est pour aller au souk. C'est pour aller vendre le bétail ou vendre hebdomadaire et hebdomadaire. Et hebdomadaire. À tous les jours. Oui. Comme on dit, souk al-thnin, c'est-à-dire le jour du marché. Exactement, oui. Donc il faut voir que c'est une région totalement fermée, qui vit en autarcie. Oui, comme toutes les régions d'Algérie, en dehors des grandes agglomérations et des grandes villes, donc les régions étaient fermées. Et jusqu'à maintenant, je voyage un petit peu à travers les régions. Et là, près de Temlouka, donc c'est entre Temlouka et Sadrata, il y a des régions qui sont encore fermées. Presque enclavées. Enclavées et fermées. Les gens ont peur de l'étranger. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Quand je me présente là-bas, ils n'arrivent pas à me parler facilement. Donc le contact s'établit très difficilement. Il faut vraiment leur faire comprendre que je fais partie d'eux. Donc moi, ça ne m'étonnait pas qu'à l'époque, c'était encore pire. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un certain nombre d'années, c'est-à-dire pratiquement dans les années, on va arriver presque au début de la Seconde Guerre mondiale, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour que tout d'un coup apparaisse dans votre roman ce qu'on appellerait l'étranger hors
ces clans ou hors ces tribus Oui. de la région, c'est-à-dire de l'administration française. Oui, Qui n'allait même pas là-bas, qui ne savait même pas ce qui s'y passait. exactement, oui. Il y avait les gendarmes inconnus au bataillon, et de toute façon ils ne voulaient pas s'en mêler. Oui. Il devait y avoir un tout petit poste de gendarmerie à Montcalm. Oui, absolument. C'est tout. Absolument, donc oui. ils n'allaient jamais sur le terrain. Oui. Il a fallu, à un moment donné, parce qu'il y avait la conscription, etc., la Première Guerre mondiale, parce que là, les Français avaient besoin de chair à canon. Exactement. Bah oui, Exactement, c'est de la chair à canon. Bah oui, donc on allait la chercher dans ces petits villages, etc. Oui. Et puis surtout les grands bouleversements de la Seconde Guerre mondiale. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui m'a semblé excessivement intéressant, c'est que les rapports qu'ils vont avoir avec ce qu'on appelle le colonna, Oui. ça va être l'introduction du machinisme. Oui, exactement. Les Algériens découvraient un petit peu tout ce qui est industriel. Les temps modernes. Les temps modernes. Et cela d'un coup. D'un coup. Donc les gens qui étaient aisés pouvaient s'offrir à moindre coût des machines et ils pouvaient... Mais c'est surtout les colons français qui les possédaient. C'est ça. Ouais. Donc ils les utilisaient pour eux-mêmes et pour les rentabiliser. Et ils faisaient les moissons et les labours des autres. Des gens aisés toujours. N'oublions pas que l'administration ottomane a laissé quelques riches, quelques nantis dans la région. Donc il n'y avait pas que cette famille-là. Alors, on va suivre à travers tout votre roman la vie de ce Adel qui va fonder une famille. On va voir que ça va être compliqué, hein, son histoire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et qui va rentrer petit à petit dans cette modernité, qui va la découvrir avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Oui. N'est-ce pas alors, c'est quand même un personnage assez étrange, ce Adel, parce que il est totalement dans son monde tribal, je dirais quelquefois quasiment médiéval, Oui. parce que chez lui, c'est vraiment maître après Dieu. Hein. C'est même un homme autoritaire, tyrannique, autoritaire, oui. violent. Oui. Hein, personne n'a le droit de... Violent vers la fin de sa vie parce que il a vu la violence de son père envers sa mère Ouais. dans son enfance. Et il s'est juré, donc avec les connaissances qu'il a acquises avec son maître, Aïch, donc il voulait être autre chose. Et c'est ça l'étrangeté du personnage. Il se projetait d'être moderne, d'être quelqu'un qui vit à une autre époque que celle des siens. Mais qui revient aux habitudes ancestrales par la suite. Parce que l'époque le voulait, parce que... en tout cas, il a eu une vie exceptionnelle. Il a eu une vie exceptionnelle, pleine d'aventures. Et peut-être que tout ça a fait que sa personnalité se façonne de cette façon. Alors, le roman va parce qu'il faut... Je ne vais pas dévoiler pourquoi ce titre, Sous la voûte étoilée, pour bien le comprendre. Il faut en lire les 15 ou 20 premières pages et surtout les dernières pages. Hein, oui. Parce que c'est une sorte de cycle. Hein. Voilà. C'est une saga, mais qui est un cycle, hein, qui est une sorte et on revient toujours voilà, à la voûte étoilée. À la voûte, ouais, si je puis m'exprimer ainsi, poussière tu es et tu retourneras à la poussière. La poussière, hein. Mais lui, c'est la voûte étoilée. Hein. C'est plutôt le ciel. Alors là, vous commencez par une forme poétique et vous terminez sous forme poétique, oui. Hein, avec une sorte, pas de morale, mais en disant, bon, on est bien peu de choses, en réalité. Oui, exactement. Exactement. On est tout petit
face à l'adversité, face à la vie. Donc, il faut rester vraiment, avoir les pieds sur terre et rester. Il a été riche, mais il était disponible aussi. À un certain moment. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce personnage, et je laisse le lecteur se former sa propre opinion de chaque personnage du roman, mais moi, ce qui m'a attiré, c'est dans ce personnage-là, c'est qu'il ne niait ni son bon côté, ni son mauvais côté. Donc il s'acceptait comme il est. En fait, quand il vivait ces deux côtés, parce que dès le départ, hein, il va y avoir... Bon, il va être connu dans le village très jeune, hein, oui, etc. Oui. Parce qu'on va le considérer comme une sorte de héros. Oui. Hein, on va passer sur le détail. Il y a une histoire oui. avec un combat contre des hyènes, avec son ami Rachid, oui. etc. Oui. Et tout ça. Ils vont changer la version et ils vont devenir des héros. Les hyènes vont se changer en une sorte de djinn. Hein, ils grossissent l'histoire, mais ça, on n'a pas la télé ni la radio à l'époque, donc il faut bien se raconter des histoires. Exactement, hein. C'était leur cinéma à eux. Ben bien sûr. Les histoires. Alors, dès le départ, très jeune, il va devenir un personnage quelque peu emblématique dans le Douar, oui. Dans la tribu. Oui. Et on va dire, c'est bien le digne fils de son père. Exactement, c'est le digne fils de son père. Voilà. Oui. Courageux. Oui. Valeureux. Et son père, pour lui, c'est le fils rare qu'il n'a pas eu, donc qu'il a eu tardivement. Je me demande pourquoi son père ne l'avait pas entouré dans un cocon et non, il l'a lancé comme ça aux aventures en se fiant à son instinct. Donc, c'est quand même une éducation à la Spartiate. Hein. À la Spartiate, oui. À la Spartiate. Voilà, il lui dit vas-y, combat, oui. fais ta vie. Et il voulait un fils fort pour qu'il puisse gérer justement son pouvoir et sa fortune. Il ne voulait pas d'un fils faible d'un fils prodigue, exactement. Oui. Bon, pas combatif, oui. Parce qu'il savait qu'il fallait une poigne de fer pour gérer son patrimoine. Exactement. Il connaissait leurs faiblesses, il connaissait leurs forces. Voilà. Alors, pour beaucoup dans votre roman, Reda Bouguera, vous incitez surtout au début, mais pas seulement, hein, sur quel pouvait être le sort des femmes à cette période-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le long du roman, on a l'impression, peut-être un peu à la fin, vous atténuez cela, vous dites... Il faut voir quel est le sort corvéable à merci, en réalité presque des esclaves qu'on achetait, qu'on vendait, presque comme cela, c'est-à-dire... Mais c'est la vérité. C'est la vérité de l'époque, c'est la vérité de l'émancipation de la femme. On ne parle même pas d'émancipation, c'est de l'esclavagisme, je vais y arriver. Pur et dur. Donc la fille chez son père, elle est là pour travailler, à s'exténuer pour sa famille. Et quand elle partait chez son mari, c'est la même chose. C'était pire. C'est encore pire. C'était encore pire. D'ailleurs, on l'a parce qu'il y avait la belle-mère qui... Comme Ménaki, comme si on achetait. Et les femmes étaient au cœur des transactions entre les hommes. Un homme vient prendre femme pour son fils, et d'ailleurs, ni le fils ni la fille n'avaient d'opinion à donner. Donc, enfin, c'était des mariages de raison. Plus que ça. C'est une forme d'achat. Ouais. C'est une forme d'achat et de vente. La femme n'avait aucune considération de la part des hommes. Agel va voir que à la ville, c'est un peu différent, mais à des degrés moindres. Mais ça reste toujours
la femme est cantonnée aux tâches ménagères et elle n'avait aucune éducation. Il a aimé la façon de vivre des Français, des colons qui étaient... oui, mais t'es un peu subjugué par ça. Exactement. Mais ça, c'est quand il va arriver dans les villes. Hein. C'est-à-dire quand Même il va... avant, avec son aventure avec la Française... Alors, enfin, avec Francine. Oui. Bon, mais enfin, elle lui dit, c'est pas possible, on est diamétralement opposés. Exactement, exactement. Elle le remet à sa place. Et elle lui dit, bon, je t'aime beaucoup, je veux même devenir ta maîtresse, oui. mais pas plus. Pas plus, mais pas plus. Et il était vraiment tendu entre deux mondes différents. Il ne pouvait partir et laisser s'échapper de sa condition de chef de clan et de sa condition et de sa culture qui est algérienne, typiquement algérienne, bédouine, nomade, et partir comme ça et devenir un fanfaron chez les Français. Donc, c'était pas possible. Il fallait qu'ils mettent... Alors, évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, c'est-à-dire que faisant partie d'une famille excessivement aisée, oui. Ces familles, on le savait, à l'époque coloniale, avaient des rapports avec les colons. Oui. Bon, qui étaient des rapports avec avec des codes. Hein. Il ne fallait pas aller trop loin, ni d'un côté d'ailleurs, ni de l'autre. Ni de l'autre. Mais on se recevait quand même, oui. on se voyait, on se respectait, parce que c'est l'argent qui avait le respect. Hein. Oui, absolument, de toute façon. Si on n'avait pas d'argent, on n'avait pas accès. Exactement. Accès aux colons, à leur vie ou à leur amitié. Tout à fait. Alors là, il va effectivement, même son père va être très ami avec Gaston, qui est le frère de Francine, dont il va tomber follement amoureux. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans votre personnage, Reda Bouguera, c'est que il va passer d'un mode de vie à l'autre, mais comme ça, je dirais presque en quelques minutes, hein, si la vie se comptait en 1 heure de temps, en quelques secondes. Parce que son éducateur l'avait préparé, justement. Contrairement aux autres gosses, aux autres mômes, si je puis dire, de sa tribu, lui a été préparé. Il avait dans son imaginaire, dans son subconscient, ce mode de vie que son éducateur lui a raconté, de l'Égypte, du Caire, qui était une ville émancipée à l'époque. Donc il était un peu préparé à ça. Donc il pouvait passer d'un mode de vie à un autre aisément et facilement. Et c'est ça l'intérêt du personnage, sa psychologie. Alors, c'est aussi l'intérêt du personnage, c'est aussi son drame. Oui, c'est un peu son drame. Parce qu'il va subir 1001 drames, 1001 déconvenues. Parce que effectivement, quand il va aller à Constantine, à Annaba, il va entrer dans un cycle qui n'est pas très honorable, la débauche, la luxure, etc. Il va tomber amoureux 1001 fois. Hein, pas toujours avec des... C'est un homme qui tombe très souvent amoureux et très facilement. Et pas toujours avec des jeunes femmes honorables, si je puis m'exprimer ainsi. Il va même tomber amoureux fou d'une chanteuse à un moment donné. Ensuite, il va tomber amoureux d'une Tunisienne parce qu'il y a la guerre. Il va se réfugier en Tunisie. Et qui va lui rendre assez bien. Assez bien, qu'il va bien l'escroquer. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, chaque fois, quand il a ses déconvenues, etc., se repent, mais ne tire pas les leçons. Non, justement. C'est incroyable. Justement. Chaque fois, il dit oui, j'ai été bête, mais il continue. Il continue, oui. Il continue. Oui, allez, je refais la même bêtise. C'est ça, un être exceptionnel. Il n'en tire aucune leçon. Il va refaire les mêmes fautes, parce que son argent le lui permet, parce que il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de sa famille à un certain âge. Il s'en remet à son fils. Ali,
Ali, Heureusement qu'il est là. heureusement, sinon, parce que sinon, la fortune... sinon, elle aurait été dilapidée en très peu de temps. Donc Ali, il a été là, il l'a recadré, il essayait de le recadrer jusqu'à devenir un rival avec son père. Ouais. Il n'avait pas... Ali, Ajel avait la chance d'avoir Ali lorsqu'il était très jeune. Il l'avait eu à 17 ans. Donc là, ils sont devenus comme plutôt des frères, pas un fils et son père. Et Ali a su gérer, peut-être parce qu'il a été modelé par son grand-père, pas par Ajel, mais par Issa. Il a été modelé à faire les choses comme il faut. C'est lui qui tient, le patrimoine. Le patrimoine et les rênes de la famille. Bah oui. Et tous le considéraient comme leur vrai père et pas Parce leur... qu'il a des frères, Exactement. il a des sœurs, donc il doit Exactement. s'occuper. Et puis, comme il en est à un moment donné, moi, je me suis perdu, si vous me permettez, parce qu'il épouse tellement de femmes. Bon, il en épouse même plus que 4. Hein. Exactement. Il a dépassé les 4. Hein. Il a dépassé les 4. En tout cas, il avait toujours 4 femmes. Ah oui, constant. Constant. Bon, quand il y en avait une qui décédait, on en prend une. Exactement. Le chiffre était toujours 4. Hein. Le chiffre était toujours... Alors, il était à la limite de la légalité. Toujours. Oui, à la limite. Oui. À la limite. Et contrairement à... il ne voulait pas marier ses fils. Ben, ils sont tous mariés très tardivement. Très tardivement. À 40 ans, Ali n'était pas encore marié. À 40 ans. Et vraiment, ils ont dû utiliser une forme de violence pour se faire entendre. Et, à un moment donné, carrément, ils sont obligés de lui mentir et de faire une fausse comptabilité. Exactement. Pour sauver un peu de l'argent. Pour sauver de l'argent. Parce que sinon, ça partait... Et l'argent lui revenait d'une façon ou d'une autre. Ouais. Parce qu'ils étaient honnêtes. Bah oui. Ils étaient honnêtes et ils n'en voulaient pas, mais ils voulaient garder cette richesse pour cette famille, pour ce patrimoine. Ils ne voulaient pas le perdre comme ça. Alors, j'ai l'impression, j'aime pas trop symboliser comme ça les personnages, hein, oui. Mais presque l'impression que vous aviez voulu, dans votre roman, montrer Ajel comme cette Algérie qui, du début du XXe siècle, va subir de plein fouet, parce que c'est là où la colonisation va s'installer, il va obliger l'Algérien à entrer dans un autre mode de vie qui est le sien. Oui. Hein, bon, vous avez choisi l'introduction du machinisme, mais pas seulement. Hein. Pas seulement. Y a même le rapport avec Colomb. Petit à petit, ce que j'aime bien, c'est que vous introduisiez aussi le fait que, à partir de 1900, 1910, etc., la présence d'administration, je dirais policière, oui. D'abord policière et législative, oui. Et même l'achat des terres, etc., par les colons, donc vont venir s'installer. Alors, Ajel, lui, il est cette Algérie qui mute, n'est-ce pas, jusqu'aux années 50, je dirais, oui, hein, voilà. Où tout d'un coup, dans les régions très éloignées, l'Algérie, ce qu'on appelle l'Algérie profonde, de plein fouet, comme ça, le paysan algérien va se retrouver devant une situation qu'il ne connaît absolument pas. Il est assez effrayé, il ne comprend rien du tout. D'abord, il parle sa propre langue, il ne parle même pas l'arabe, puisque Ajel est peut-être le seul dans le village à savoir lire et écrire en arabe. Oui. Je suppose qu'il parlait en berbère. Ils sont très peu. Très peu. En tout cas, très peu. Et puis, il y a l'autre personnage, qui est l'émergence de cette Algérie nouvelle, qui va faire 54, hein, qui va faire même avant 54, qui va faire 45, 54, etc., Exactement. et qui va aller mettre en place l'indépendance et le nouvel État algérien, et qui est représenté par Ali, mais par ses frères, Mohamed, Abd, etc., et tout ça. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans votre roman, c'est que vous dites, voilà comment tout d'un coup l'Algérie s'est retrouvée après l'Empire ottoman, confrontée à une situation qui l'a complètement déchirée, Exactement. où le gars ne sait plus, parce que
excusez-moi, je termine là, parce que Adel, en fait, qui est pour moi un homme honnête, etc., mais qui se retrouve, lui qui vient même si d'une famille aisée, mais d'une vie complètement, comme on l'a dit, enclavée, qui n'a jamais rien connu, etc., c'est logique quand il débarque à Constantine et à Annaba, et qu'il tout d'un coup, il découvre ce Oui. monde nouveau qu'il ne connaît absolument pas. Bien sûr qu'il va entrer dans le péché, dans ce qui est le plus bête, le plus stupide et le plus dépravé. Exactement. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Alors qu'Ali, lui, il commence à connaître. Voilà, exactement. C'est la nouvelle génération. Voilà. C'est la nouvelle génération et la nouvelle génération qui un peu plus, qui commence à comprendre la culture des colons et qui commence à copier un petit peu et amalgamer avec sa propre culture. Donc, il prenait. Agel, il est tombé dans l'époque subitement. Et il ne s'attendait pas à ça. Par contre, les autres, dès qu'ils naissent, ils sont confrontés à tout ce qui les entoure. Et leur vue, leurs horizons sont un peu plus larges. Que ceux de... Mais vous racontez, moi je trouve que vous racontez magnifiquement bien la fin d'un monde qui ne pourra plus exister. Hein, parce que, bon, je ne vais pas dévoiler la fin de votre roman, mais c'est la fin d'un monde, c'est fini. Ce monde-là, on peut avoir de la nostalgie pour lui, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le patrimoine immatériel, la culture, la façon de vivre de l'époque, etc. Mais ce monde est terminé. Révolu. C'est fini. D'abord parce qu'il y a eu la colonisation qui a arasé ce monde. Exactement. Hein, et secondo parce qu'il y a l'évolution naturelle de l'histoire. De l'histoire et du pays qui doit suivre les autres nations. Donc, voilà. De toute façon, au début de sa vie, la Française le lui dit. Voilà. Le lui dit, il faut que votre monde suive les autres nations. Vous ne pouvez pas être en dehors de l'histoire. Mais déjà, c'est riche, son mentor le lui dit. Exactement, oui. Il lui dit, attends, tu vas pas rester... cloîtré. c'est fini, hein. Oui. Le monde, l'expansion du monde n'est plus ce qu'elle était avant. Quand on est à certaines régions et le monde, là, maintenant, il est plus vaste, on peut le découvrir, on peut voyager, on peut... les moyens sont un peu plus disponibles qu'avant. Donc voilà. D'ailleurs, il y a encore aussi, parce que vous mettez des petits points comme cela dans votre roman, Reda Bouguera, c'est à un moment quand il découvre ce que c'est qu'une voiture. Oui, exactement. Voilà. Donc, moyen de locomotion qui vous permet d'aller vers d'autres horizons. Exactement. De partir très loin. Voilà. Et il profite de sa voiture, il dit tiens, là. Les gens, disons à l'époque, vivaient dans une sorte de... c'est la charrette. Hein. La charrette et une frontière, je dirais, virtuelle. Oui. Une frontière qui ne dépassait pas, parce qu'il avait peur d'aller au-delà de Montcalm, il partait à Constantine, faisait le souk du Khroub une fois par an, mais c'est seulement certains qui le faisaient, pas tout le monde. Donc les horizons étaient vraiment... ils s'auto-freinaient. Il découvre d'abord le cheval, qui l'emmène un peu plus loin que sa tribu. Ensuite, c'est la moto. Et par la suite, c'est la voiture, parce qu'il pouvait se la payer. Donc la voiture l'emmène là où ses congénères ne peuvent y aller. Constantine, à Annaba, un peu partout. Il peut faire Skikda, Philippeville. Exactement. Il découvre donc une nouvelle vie. Il y a une scène très touchante, c'est quand Adel s'arrête devant une boutique où il y a des costumes européens, etc. Il se dit, tiens, ça me plairait bien, alors que lui, il est habillé à l'ancienne. Exactement. Et lorsqu'il est revenu, l'anecdote, c'est qu'on ne l'a plus reconnu. Oui, ni son fils, ni ses fils. C'est celui-là. Oui,
Il change complètement. Il veut s'intégrer. Il veut s'intégrer à cette culture qu'il aurait aimé pour sa tribu. Donc, mais comme sa tribu ne pouvait pas avoir accès à ça, lui, voilà, il dit oui, je suis algérien, mais je peux m'habiller comme le Français. Ouais. Je peux vivre comme lui. Alors, est-ce que la question que vous êtes, enfin, qui est dans votre roman, Reda Bouguera, c'est pas de dire, voilà bien le fond du problème, c'est-à-dire qu'il faut comment aller vers la modernité sans perdre son âme. Sans perdre son âme, Voilà. exactement. Alors, dites, ce gars-là, j'aime bien parce que ce personnage va partir, donc c'est un demi-siècle. Hein. Oui. Comment, en même temps, sauvegarder. Parce qu'on va voir comment il va être. À un moment donné, il va être soi-disant hyper moderne, hyper occidental, hyper. Mais etc. quand il revient Et chez puis, lui, quand il revient chez lui, c'est hop. Oui. Carrément, non, c'est la cravache. C'est la cravache. Bah, à un certain moment, c'est la cravache. C'est terrible. Hein. Et puis, je me marie avec 4-5 femmes, et puis voilà. Exactement. Et c'est ce questionnement, comment ce gars est dérouté. Parce qu'il est balancé entre deux mondes et il se dit, bon... Il n'arrivait pas à choisir. À choisir. Moi, en écrivant le roman, je l'ai aimé et je l'ai haï, ce personnage. Ah, parfois, il est haïssable. Voilà, je laisse le lecteur faire son opinion. Il est aimable. Certaines fois, il est aimable à n'en plus finir. Et par la suite, il est haïssable. Il est généreux. Il est généreux. Envers ses khammas, envers les gens de son doigt. Il entretient très bien sa famille. Oui, mais il est très dur. En même temps, il est très dur avec eux. Oui. Avec ses fils. Il va aider des mouvements comme les Oulama. Il va ensuite, pendant la libération nationale, il va donner plein d'argent. Exactement. Il va aider au niveau logistique, au niveau, comment on appelle ça, armement. Il le fait un peu malgré lui, quand même. Au début de la Révolution, il n'était pas sûr d'être patriote ou d'être autre chose. Alors, collaborateur, je dirais pas non. Non. Mais disons une sorte de neutralité. Une sorte de neutralité dans un contexte où il ne fallait pas être neutre. Voilà. Il fallait choisir. Il fallait choisir. Ali, son fils, qui est... moi, personnellement, je le considère comme le vrai héros, un peu... Oui, parce que c'est le héros positif. Oui, le positif, voilà, bien exactement. sûr, parce qu'il n'a pas de défaut. Oui, mais il est moins attachant. Exactement, il est moins attachant, mais on l'aime à travers ses actions. Oui, mais il est moins haut en couleur. Oui, bien sûr, absolument. Bon, écoutez, Rect, ces histoires absolument incroyables qu'il a avec toutes ces femmes, il est d'une douceur, il est gentil, il est adorable, il tombe vraiment amoureux, hein, et il aime la vie. Bon, excusez-moi, mais quand même, Agel, dans votre roman, est un personnage contradictoire, très contradictoire, mais qui aime la vie, qui est un passionné de la vie. Alors qu'à Eli, on a l'impression que c'est quand même quelqu'un de très cadré. Il pourrait même être un peu ennuyeux, excusez-moi. Oui, exactement. Il est trop bien. Exactement. Bon, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Dans un roman, les personnages les plus attachants, ce sont les personnages qui, justement, ne sont pas... qu'on ne peut pas cadrer. Qui ont une psychologie un peu particulière. Bah oui, quand il part en Tunisie... la guerre s'installe. Son fils est torturé, lui, il va se balader en Tunisie pour vivre une histoire d'amour. Enfin, quand même, c'est pas... Et puis, il revient tranquille. Hein. Il revient tranquille. Donc là, il découvre que son fils était chez les Français. Torturé, emprisonné. Et lui, il pense à sa vengeance. Oui, parce qu'il y a petite vengeance. Voilà, alors il y a quand même beaucoup de vendetta. Non, c'est un homme qui disons qu'il est égocentrique sur
ces choses-là. Donc, il est donateur, il est généreux, mais égocentrique. Mais Quand on il n'a revient pas à de lui, conscience idéologique. C'est quelqu'un qui n'a aucune conscience idéologique, rien. aucune conscience Rien, politique. exactement, C'est rien. quelqu'un qui se laisse vivre Tranquille. et qui dit, moi je fais jamais de mal. Parce qu'en réalité, Voilà. il ne fait pas de mal. Oui. Consciemment. Oui, voilà. Il ne le fait pas consciemment. Il fait du bien consciemment, mais il fait du mal inconsciemment. Ouais. Oui. Autour de lui, évidemment, Oui. sa famille, Sa famille. en prend un coup. Hein, Oui. parce Beaucoup de que, coups, d'ailleurs. Oui. il va être dispendieux, il va être ceci, il va ramener sa troisième ou quatrième femme, il ne se rend même pas compte que à la maison, toutes ces femmes à lui vont s'entre-déchirer. Tout ça, il ne le voit pas. Hein. Non, absolument pas. Il veut marier Pourvu Nafissa. qu'on le laisse tranquille, faire ses voilà. petites affaires, voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez de l'argent? Je vous donne de l'argent, point barre. Je m'arrête là, moi je suis libre de faire ce que je veux. On est malheureusement à quelques minutes de la fin de l'émission, mon cher Reda Bouguera. Je rappelle le titre de votre roman Sous la voûte étoilée, c'est paru aux éditions du Champ Libre, que nous saluons de nouveau. Ma chère Mariam Maldassi, qui est la directrice de cette maison d'édition. Que je remercie beaucoup. Mariam Maldassi a été très gentille. C'est une femme qui prend des risques avec des auteurs inconnus, dont moi, et qui les accompagne. Je la remercie infiniment, ainsi que son père. Qui est un excellent ami à moi, Oui. Qui est un grand spécialiste de l'histoire et la musique de Constantine. Oui, exactement. Oui. Et quand je dis histoire, c'est également littérature, théâtre, poésie de la région de Constantine. Revenez-nous bientôt avec un nouveau roman, Reda Bouguera. Bientôt, Inch'Allah. Je travaille déjà sur une petite histoire qui m'a été commandée par un producteur. Je m'inquiète quand vous me dites une petite histoire. Parce que si vous me dites une petite histoire, vous m'auriez dit ça sur votre ouvrage qui fait 500 pages, oui. Je m'inquiète. Oui. Bien que je ne compte jamais l'amour pour un livre au nombre de ses pages. Merci. Il y a des livres qui font 50 pages qui sont une pure merveille, oui. et d'autres qui font 2000 et qui ne valent pas grand-chose. Exactement. J'espère qu'il vous a intéressé, en tout cas. Il m'a parfaitement intéressé parce qu'encore une fois, c'est une formidable saga familiale autour d'un personnage très haut en couleur, Agel. Et ça, c'est 50 ans de l'histoire de l'Algérie dans une région très précise. Et on voit la mutation de cette région, que ce soit sur le plan économique, social, politique, libération des femmes, et puis des mœurs. J'ai essayé de faire le tour de la chose. Ce n'est pas un travail historique académique. Non, du mais tout. c'est un récit. Très plaisant, avec des moments terribles. Oui. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Je n'ai pas voulu empiéter sur l'histoire. J'ai raconté les choses comme je les ai entendues. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses. Toute la période de la lutte de libération nationale, je trouve qu'elle est excellente parce qu'elle, justement, elle n'est ni noire ni blanche, mais beaucoup teintée de gris. Et ça n'a jamais été ni noir ni blanc de toute façon. Ça a été, Et puis, bien, vous découvrirez, chères téléspectatrices, téléspectateurs, pourquoi Sous la voûte étoilée, parce que malgré tout ce récit quand même très réaliste comme écriture, il y a, et au début et à la fin de votre récit, cette note magnifiquement poétique, et c'est le pourquoi du titre Sous la voûte étoilée, parce que bien sans poésie, nulle vie. Et même ce personnage de Agel, qui a été toujours quelqu'un qui vit beaucoup plus dans le matériel que dans les étoiles, eh bien, a besoin de cette voûte étoilée et de poésie. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il aimait tant et tant les femmes. Voilà. Merci Reda Bouguera. C'était sa poésie à lui. C'est sa poésie à lui.
Merci pour ce premier roman, Sous la voûte étoilée, je le rappelle, paru aux éditions du Champ-Lit. Merci encore, Reda Bouguira, C'est moi qui vous remercie pour cette belle ville de Constantine pour nous parler. Merci beaucoup. De votre ouvrage. Merci. Voilà. Nous arrivons au terme de l'émission. Je vous donne rendez-vous à la... Merci d'abord de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bien sûr, vous continuez à suivre les programmes de votre chaîne adorée, préférée, Canal Algérie. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Toujours la même formule. Inch'Allah, à la semaine prochaine. Même jour, même heure. Eh oui, même punition, que voulez-vous, c'est comme cela. Allez, excellente soirée et merci encore d'être avec nous. Une histoire d'amour incontournable. Elle